Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. D'année en année, de politique en politique, combien se pressent ici sur ce pupitre pour défendre par mots et par mots l'hôpital public? Combien déclarent leur amour et leur admiration sans faille pour les infirmiers, pour les médecins, pour les aides-soignants? Combien encore promettent que l'hôpital public est le joyau de la République française et que jamais, au grand jamais, ils ne laisseront personne attaquer ce beau service public? Et pourtant, en 20 ans, l'activité des urgences a doublé et il n'y a eu aucun investissement à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, les présidents de l'ensemble des CHU de France s'alarment du manque d'investissement de leurs établissements. Nos journées sont saturées par des informations toutes plus alarmantes les unes que les autres. Le 8 janvier, une patiente meurt ainsi d'attente aux urgences de Longjumeau. Le 10 janvier, une autre patiente meurt à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Du fait du manque chronique de personnel, on ne peut plus mesurer les retards de diagnostic à cause des heures d'attente et des conditions de prise en charge très dégradées. En 2022, un rapport du Sénat chiffrait le temps moyen d'attente aux urgences en France de 4h23, soit 263 minutes. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est près de 30 000 lits d'hôpitaux fermés et 2/3 des soignants en burn-out. Votre bilan, c'est 22 millions de Français assignés dans un désert médical, des hôpitaux abandonnés et des maternités fermées. C'est un déficit de 2 milliards d'euros pour l'hôpital. Votre majorité a saccagé l'hôpital public, ses soignants et ses patients. Mais quel est donc votre objectif, si ce n'est celui de détruire le service public de l'hôpital au profit du secteur privé? Le secteur public, ce n'est pas un vain mot, c'est celui de soigner, sans regarder la couleur de peau ni l'origine sociale, sans compter ses heures et sa fatigue. Le sens du service public, ce n'est pas de baisser les bras et se mobiliser chaque fois qu'il est nécessaire pour défendre ce bien précieux. Et je veux remercier ici ceux qui sont en tribune avec nous, membres du collectif Interhôpitaux et ceux qui nous suivent de loin. Je pense à Anne Gervais, Thierry Amrou, Étienne Langline et d'autres qui sont avec nous, à tous ces infirmiers, aides-soignants, médecins qui au quotidien se battent et ne baissent jamais les bras. L'hôpital public, c'est le dernier recours pour ceux qui n'ont plus de médecin traitant. À Nanterre, dans ma circonscription, il existe un quartier proche de la Défense, proche de Paris, Pablo Picasso. Là-bas, il y a un seul médecin pour près de 15 000 habitants. Oui, l'Île-de-France, vous savez, ce grand désert médical, car quand on a la chance d'avoir un médecin traitant, car c'est devenu une chance aujourd'hui, il faut bien souvent attendre des semaines avant d'obtenir un rendez-vous. Mais qui aurait pu prédire que cela aurait des conséquences avec des patients obligés de frapper aux portes des hôpitaux et des urgences? Cette surcharge, elle a des conséquences sur un personnel soignant qui sort de la crise du Covid déjà à genoux. Oui, l'hôpital tient encore, mais il ne tient pas grâce à vous, il tient contre vous. Et je tiens à remercier le sénateur Bernard Jomier, qui est ici avec nous, qui a eu le courage de lier revendications sociales et politiques en déposant cette proposition de loi, ainsi qu'à Guillaume Garot d'avoir repris ce texte qui, après des années de mobilisation, est enfin voté. Pour les patients, pour les soignants, ce ratio viendra apporter de l'humain, viendra améliorer la qualité des soins, viendra soutenir des professionnels qui, bon gré mal gré, font tenir notre hôpital public. Car si la moyenne doit être de 6 à 8 patients par soignant, nous en sommes au double en France. Alors rassurez-vous, nous n'inventons rien avec cette proposition de loi. Son dispositif est déjà mis en place dans d'autres pays à travers le monde. La Californie a été citée et ce ratio a fait revenir des infirmières parties, a amélioré la prise en charge des patients et a surtout évité des complications et des morts. Ce ratio, il n'a pas fermé des services, pas plus qu'il n'a poussé les hôpitaux à mettre la clé sous la porte. Il a sauvé des vies. Alors oui, il faut passer un peu à la caisse pour rendre ce dispositif efficace, mais cela permettra une économie bien plus grande sur le long terme en comptant la diminution drastique des complications dues à une mauvaise prise en charge. De l'investissement utile, somme toute, et plus juste que celui du gouvernement fait en donnant aux entreprises du CAC 40 des milliards d'euros sans contrepartie sociale ni environnementale. Alors oui, la crise de l'hôpital public ne date pas d'hier. 37 000 lits avaient déjà été fermés sous Nicolas Sarkozy. Oui, elle ne date pas d'hier, mais au lieu de reconnaître votre part de responsabilité, vous renvoyez toujours la balle aux autres. Car avec vous, il y a toujours un bouc émissaire, quelqu'un de plus fautif que vous. D'abord les patients, qui faute de médecins disponibles sont obligés de venir se faire soigner aux urgences, et bam, le forfait urgence. Ensuite les étrangers, qui, rendez-vous compte, ont le culot de ne pas vouloir mourir sur le trottoir, et bam, suppression de l'AME. Les soignants ensuite, qui râlent quand même un peu trop selon vous, alors qu'ils sont les moins bien payés en Europe. Les Français, enfin, car ils sont ingrats et ne savent pas reconnaître les efforts du Mozart de la finance qui s'est transformé en Beethoven de la dette. Mais le problème, ça n'est pas les patients, ça n'est pas les soignants, ça n'est pas les Mamadou, et c'est encore moins les Français, n'en déplaise à certains. Le problème, c'est vos tableaux Excel, c'est votre abandon de l'hôpital public, c'est votre mépris. Le problème, monsieur le ministre, c'est vous et votre politique. Je vous remercie.